Les observations permettent aussi de détailler la répartition régionale de cette élévation pour le dernier quart de siècle. Augmentation moyenne de la température par décennie de 1975 à 2005 en fonction de la région, pour la surface terrestre à gauche et l'ensemble de la troposphère, c'est-à-dire en gros les 10 premiers kilomètres de l'atmosphère à partir du sol à droite. Les zones grisées correspondent à des endroits où il n'y a pas assez de données. En gros, les pôles et les océans polaires. Attention à ne pas confondre les zones grisées avec les zones colorées en bleu clair. On retrouve déjà dans ces tendances des 25 dernières années les caractéristiques prédictes pour le changement futur. Élévation plus rapide sur les continents que sur les océans, inertie thermique de ces derniers étant plus importante. Élévation plus rapide quand on gagne en latitude en partant de l'équateur et en particulier, élévation globalement moins rapide à l'équateur que près des pôles et élévation particulièrement marquée dans l'Arctique, du moins là où il y a des séries de disponibles. Élévation plus rapide dans l'hémisphère nord que dans l'hémisphère sud. D'une part parce que ce dernier est plus océanique, et d'autre part parce que la fonte des glaces de mer augmente la part du rayonnement solaire absorbé et accélère le réchauffement. D'autres observations récentes sont aussi disponibles. Exactement comme cela est attendu pour l'avenir, les températures ont plus augmenté la nuit que le jour au-dessus des continents. L'évolution en haut de la moyenne au minimum journalier pour 71% des terres émergées. C'est donc le double de la moyenne, à la fois annuelle et géographique des minima quotidiens, et au milieu de la moyenne du maximum quotidien pour la même zone, 71% des terres émergées. L'axe vertical de gauche représente l'écart moyenne pour la température de 1961 à 1990. La courbe bleue du bas représente l'évolution de l'écart journalier, là aussi en moyenne planétaire, sur l'année, depuis 1950 sur ces mêmes 71% de terres émergées. L'amplitude thermique a diminué d'un petit demi-degré depuis 1950, ce qui signifie qu'en moyenne, l'écart s'est resserré entre la température la plus basse et la plus élevée de la journée, un peu partout sur la surface de la planète. La source de ces documents vient du 4e rapport annuel du GIEC de 2007. Les précipitations ont varié de manière contrastée, mais là aussi en accord global avec ce qui est attendu pour le XXIe siècle. La carte centrale donne les variations sur le siècle en un pourcentage. 100% signifie donc un doublement des précipitations. Moins 100%, un assèchement total des précipitations par zone géographique. Les zones grisées correspondent à une absence de données suffisantes pour pouvoir établir une tendance. Les séries temporelles des autres graphiques, d'où partent les flèches rouges, sont des évolutions régionales depuis 1900, exprimées en pourcent d'écart à la moyenne pour 1961-1990, pour la zone mentionnée sur le titre. La valeur de cette moyenne est donnée à côté du titre. Par exemple, l'Australie du Sud a des précipitations annuelles moyennes de 580 mm. On note une tendance à l'augmentation sur des zones très au nord, Europe du Nord, Alaska, Asie du Nord, une tendance à l'assèchement au bassin méditerranéen ou en Asie du Sud, et bien sûr de nombreuses zones où pour l'heure c'est pas très clair. Ceci entraînant cela, la sécheresse du sol a aussi varié, ce qui est un point majeur pour l'avenir des écosystèmes. Voici l'élévation de 1900 à 2005 de l'index utilisé pour évaluer l'état de sécheresse d'une région, l'index Palmer en anglais, PDSI. Le sol des régions en jaune et rouge s'est asséché, le sol des régions en bleu et vert humidifié. La glace de mer de l'hémisphère nord a reculé en été de manière très significative. L'évolution de 1978 à 2006 de l'étendue de la glace de mer dans l'océan Arctique lors du minimum estival, les chiffres de l'axe de gauche sont partiellement effacés par rapport à lui-même, probablement à cause d'un problème de mise en page. Les valeurs du bas est de 5,5 et celle du haut 8. La tendance est de moins 7,5% par décennie. Et avant les thermomètres, on peut aussi reconstituer la température qui régnait à la surface de la Terre, plus loin dans le temps. Comme on ne peut pas les mesurer directement, on les déduit d'autres observations. Ces observations doivent permettre une reconstitution de la température, bien sûr, mais aussi une reconstitution de la date, ce qui est indispensable pour savoir quand la température mesurée est survenue. Il y a 3 grandes familles de mesures pour parvenir à ce résultat, qui portent sur des époques différentes et permettent d'obtenir des résultats différents. La première méthode fait appel aux troncs d'arbres. En analysant les cernes des troncs d'arbres, les cernes sont ce qu'on appelle aussi les anneaux, bien visibles quand on coupe un tronc d'arbre,
pour les périodes récentes, les 150 dernières années, pour lesquelles nous disposons également d'enregistrements de température et de pluviométrie fiables. Les chercheurs, dont la spécialité s'appelle la dendrochronologie, se sont rendus compte que la température moyenne sur une large zone était corrélée soit à la largeur des cernes, soit à leur densité. En particulier, la densité de la partie de la cerne qui pousse le plus tard en saison est assez bien corrélée à la température moyenne qu'il fait au moment du printemps et de l'été de la même année. Les informations obtenues par cette méthode sont toutefois perturbées par deux effets. Les arbres poussent mieux jeunes que vieux, et donc les cernes vont en décroissant avec l'âge, quelles que soient les conditions climatiques par ailleurs. La croissance des arbres est favorisée par une hausse de la concentration atmosphérique en CO2, qui est un phénomène récent. Il faut donc retirer des séries mesurées ces biais dus à l'âge de l'arbre ou à la hausse de teneur en CO2 de l'atmosphère. On fait cela en supprimant par un traitement mathématique approprié l'information sur des variations lentes des séries mesurées. Mais en faisant cela, on perd aussi en même temps l'information sur l'évolution lente du climat, qui se produit au même rythme que la croissance de l'arbre ou l'augmentation de la concentration en CO2. Il existe apparemment d'autres méthodes plus récentes qui permettent de retrouver les évolutions lentes du climat, mais dans tous les cas de figure, ces traitements mathématiques de données brutes entachent bien sûr le résultat d'une large marge d'erreur plus ou moins importante. Par contre, l'une des grandes forces de l'analyse des cernes de l'arbre est qu'elle permet de dater avec précision l'année de la mesure en comptant les cernes. Et on peut le faire sur des arbres morts aussi bien que vivants, car on peut rabouter les troncs d'arbres d'âge en faisant correspondre les stries des cernes épaisses et minces. Donc la succession se reconnaît d'un arbre à l'autre. Cela étant, par nature même, cette méthode donne surtout des variations de température estivale et printanière qui ne sont pas nécessairement bien représentatives des variations annuelles. C'est typiquement le cas actuellement dans l'hémisphère nord. Des températures hivernales grimpent aujourd'hui plus vite que les températures estivales. Différents auteurs sont néanmoins parvenus à différentes estimations sur l'évolution de la température sur les 1000 dernières années, abstraction faite des décennies les plus récentes, bien sûr. Voici la reconstitution de la température annuelle moyenne de l'hémisphère nord depuis l'an 700. L'axe horizontal représente la date et l'axe vertical représente l'écart de la valeur de l'année considérée avec la moyenne hémisphérique nord, pour les années 1961 à 1990. Les différents auteurs et les dates de publication des résultats sont mentionnés en haut du graphique. Les températures observées, qui correspondent à celles du premier graphique, en haut de cette page, sont également reportées en noir à partir de 1860. On constate que les évolutions sont qualitativement convergentes et cohérentes avec ce que nous savons par ailleurs du climat à cette époque, à travers les récits historiques et les analyses des documents anciens, gravures, actes administratifs par exemple. On retrouve la trace de l'optimum médiéval qui correspond à une période un peu plus chaude et donc particulièrement propice pour l'agriculture, mais pas aussi chaude qu'aujourd'hui, et surtout à ne pas confondre avec le réchauffement massif que nous allons peut-être connaître que le reste du Moyen-Âge. Aux alentours de l'an 1000, c'est en 982 qu'Éric le Rouge colonise le Groenland, où l'agriculture est rendue possible par la hausse des températures. Toutefois, l'élévation de température est loin d'avoir été homogène sur l'ensemble du globe. Elle semble avoir surtout été marquée dans l'Atlantique Nord et ses rives. On retrouve également la trace du petit âge glaciaire, qui a culminé au XVIIe siècle, pendant lequel les températures se sont refroidies significativement en Europe. Mais les différents auteurs ne trouvent pas le moindre refroidissement pour cette période. Mais là aussi, le débat continue pour savoir si ce refroidissement a concerné l'ensemble de la planète. Il semble bien que ce refroidissement a là aussi été particulièrement marqué sur l'Atlantique Nord. Enfin, la hausse depuis 1900 est bien visible, tout comme le refroidissement temporaire de l'après-guerre. La seconde, pas la première. Cette méthode, portant sur les troncs d'arbres, permet difficilement de remonter bien loin. Les arbres les plus vieux datent d'il y a quelques milliers d'années, ce qui est déjà pas si mal, car je ne suis pas sûr de vivre aussi longtemps. Les arbres morts ont la fâcheuse tendance à se décomposer et à ne pas attendre sagement des chercheurs dans un parfait état de conservation. Or, moins on a d'échantillons et moins la reconstitution est précise. Cette méthode est donc limitée, en pratique, à une analyse du passé proche, quelques milliers d'années.